Bonsoir à tous, il est 23 h et vous suivez le dernier carrefour de l'information sur RTI 1. Regardons ensemble les titres de cette édition. C'est aujourd'hui, dimanche 25 octobre, que s'est achevée la campagne de retrait des cartes d'électeurs, alors que le premier tour de la présidentielle est prévu dans moins d'une semaine. Dans le Bas-Sassandra, des électeurs ont pris d'assaut les centres de vote pour retirer leurs cartes afin de prendre part au scrutin du 31 octobre prochain. 8 ans après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a posé et continue de poser les fondements d'une paix irréversible. Le gouvernement ivoirien a mené plusieurs actions à travers la création de divers mécanismes de justice et de cohésion sociale. Dans cette édition, notre reporter Éric Goré vous propose de revenir sur les acquis de la réconciliation nationale. Et puis, satisfaction d'un côté, contestation de l'autre en Guinée après la victoire d'Alpha Condé et ce calme précaire qui règne sur tout le pays depuis l'annonce des résultats hier samedi. De son côté, le FNDC appelle à des marches de contestation dans tout le pays à compter de demain lundi. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre sur RTI 1. Ce dimanche 25 octobre 2020 marque le dernier jour de la campagne de distribution des cartes d'électeurs. Je vous le disais en titre, à Sassandra, l'on a assisté à ces derniers jours à une affluence dans les lieux de vote. Dans le Bas-Sassandra, le constat de notre correspondant permanent, Sam Conan. Le retrait des cartes d'électeurs qui étaient timides connaît depuis ce week-end une affluence. Les populations de Sassandra sont sorties nombreuses pour retirer leurs cartes. Comme ici, à l'école primaire publique Plage, où la cour ne désemplit pas. Des longs rangs formés pour retirer le précieux sésame. Malgré le soleil, nous sommes là. Parce qu'il est important de pouvoir retirer maintenant nos cartes d'électeurs, pouvoir accomplir notre acte civil. Même si la pluie m'a vu là, ça n'a qu'à me mouiller. Je suis venu retirer ma carte pour voter. À notre passage dans la mi-journée, l'agent distributeur Sissé Mawa a bien voulu nous faire le point des retraits des cartes. Début de semaine, c'était un peu timide, mais ce week-end, ça a bougé. Je suis présentement à 301 personnes qui ont reçu leurs cartes ce matin. Cet engouement constaté au retrait des cartes d'électeurs est le résultat de la campagne de communication initiée par les élus de la région. Aujourd'hui, l'affluence est totale, les retraits se font et je suis convaincu que nous allons doubler le taux de retrait que nous avons présentement. En tout cas, tout se passe bien. Des réunions de sensibilisation se tiennent un peu partout pour inviter les populations à une élection apaisée. J'ai saisi l'opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à toutes les populations de la région du Boclé, de Fresco et de Sassandra, de regarder le devenir de notre région, le développement de notre région, de faire en sorte que ce qui se passe ailleurs n'arrive pas ici. Je lance un appel à tous mes chefs de la région du Boclé pour les élections apaisées. Nous ne voulons pas que les gens puissent aller marcher et puis demain revoir le retour en 2011 où nos villages pleuraient, où on était en brousse. Nous les femmes, on veut la paix, rien que la paix. C'est parce qu'il y a la paix qu'on fait Placali. On souhaite qu'il y ait toujours la paix. Il faudrait que nous restions dans ce mouvement de paix-là pour que nous avancions pour le bien-être de notre pays. Le 31 octobre prochain, dans la région du Boclé, seuls ceux des 65 104 électeurs détenteurs d'une carte pourront participer au vote. Et l'élection présidentielle est prévue pour samedi prochain. L'échéance qui approche à grands pas cristallise les tensions de part et d'autre. Pourtant, plusieurs actions allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale ont été posées par le gouvernement. En attendant le jour J, que reste-t-il des acquis de la réconciliation nationale? C'est la question à laquelle tente de répondre ce dossier préparé par Éric Goré. À quelques jours de la présidentielle, le Front social s'anime. Les différents acteurs politiques ont des points de vue différents sur le scrutin. Moi, le problème de mandat n'est pas un problème, n'est pas un souci pour moi. Puisque la Constitution a été modifiée. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui protestent, qui ont voté le oui. Donc moi, pour le moment, je n'entre pas dans ce débat. La date du 31 octobre est une date constitutionnelle. Moi, je suis juriste, je suis légaliste. Je vais être attaché au respect des textes. La Constitution et les lois sont votées par qui? Ce sont les hommes qui ont fait la Constitution. Ce sont les mêmes hommes aussi qui peuvent modifier. Je constate depuis quelques jours des troupes au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays, ce qui n'arrange vraiment pas ce processus de réconciliation qui est engagé par les autorités.
Il serait donc intéressant d'essayer de reconsidérer notre position et aller sur la table donc, de discussion et de négociation pour aboutir à une paix durable dans notre nation. Sur le terrain, la campagne se poursuit. On ne peut pas contraindre quelqu'un à aller aux élections s'il ne veut pas. Donc tout le monde sait depuis très longtemps qu'il y aurait des élections le 31 octobre 2020 et que ça passe par un certain nombre de procédures, entre autres le dépôt de candidature. Et on a tous observé qu'il y avait plus de 40 candidats, sinon 44 candidats qui avaient déposé leur dossier auprès de la CEI. 4 candidatures ont été retenues. Mais on note également plusieurs foyers de tension mettant en mal les acquis de la politique de réconciliation nationale, initiée depuis 2011 par le gouvernement ivoirien. On doit pouvoir taire les querelles individuelles, faire passer l'intérêt du peuple avant toute chose. Les élections pour le 31, c'est prévu déjà par, comment on appelle ça, la Constitution. Quelle est donc la perception des Ivoiriens par rapport au processus de réconciliation à quelques jours de la présidentielle? Il y a des actes qui ont été posés. Quels sont les actes? Ces actes sont à féliciter même d'ailleurs. La libération de 800 prisonniers, qui a été un grand pas dans le processus de la réconciliation. Cette réconciliation-là, il faut que nous, en tant qu'Ivoiriens, on s'implique nous tous dedans. Qu'ils montrent aux Ivoiriens qu'ils ont encore un brin d'amour pour les Ivoiriens et pour le pays. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, elle brûlera avec eux. Qu'ils aient un brin d'humanité en pensant à toutes ces familles qui sont en deuil au jour le jour. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, la CONARIV, le CNDH, entre autres, sont des structures créées après la crise post-électorale. Leur mission a été de s'impliquer dans la réconciliation. Des exilés politiques sont entrés au pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 99% des 326 000 personnes qui sont parties sont rentrées au pays. Un ministère de la solidarité a été créé. La réparation des préjudices, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Au niveau individuel, nous sommes tous Ivoiriens. C'est le Yako aux familles de 3248 personnes décédées du fait de la crise post-électorale. Le gouvernement a choisi de donner 1 million de francs par personne pour dire Yako. Ajoutée à ces actions, une loi d'amnistie a été prise par le chef de l'État qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale. Une journée nationale du pardon décrétée. Autant d'initiatives qui devraient consolider la cohésion sociale. Je lance un appel aux hommes politiques, que les leaders politiques se tiennent la main, que les leaders politiques s'asseyent et se parlent, que les leaders politiques arrêtent de prendre la population en otage, que les leaders politiques encouragent la paix et non la violence. Les acquis de la réconciliation nationale, un dossier signé Éric Goré. Et à quelques jours de l'élection présidentielle, le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et les organisations professionnelles des médias appellent les journalistes et les professionnels de la presse numérique à plus de responsabilité et de professionnalisme. Dans une déclaration lue à la Maison de la Presse au plateau, les professionnels du secteur ont aussi invité les acteurs politiques à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le reportage de Georgette Ido est commenté par Jean-Marc Djadji. Les journalistes de Côte d'Ivoire exhortés à plus de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information en cette période électorale. Dans une déclaration de l'ensemble des organisations professionnelles de médias, ils sont invités à plus de professionnalisme. Les organisations professionnelles des médias leur rappellent qu'ils doivent rester strictement professionnels et éviter de se rendre complices en diffusant dans leurs supports et sur les réseaux sociaux des propos haineux et susceptibles de provoquer des affrontements, des conflits intercommunautaires et de déstructurer le tissu social. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et les organisations professionnelles de médias ont également appelé la classe politique à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Les organisations professionnelles des médias voudraient-elles exhorter les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et garantir en tout lieu et en tout temps la sécurité des journalistes
engagé à travers la signature, le 9 octobre 2020, d'une charte dénommée les 10 commandements des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour une élection apaisée en 2020. Au cours de cette rencontre, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations. Le journaliste n'est pas l'ennemi ni l'adversaire de quelqu'un. Le journaliste est, si vous voulez, un éveilleur de conscience. Le journaliste fait son métier pour forger une conscience nationale, une conscience citoyenne, pour amener les uns et les autres à faire la part des choses. Tour à tour, les responsables de ces organisations ont signé la présente déclaration et se sont engagés à son respect. On parle maintenant de cohésion sociale. L'inspecteur général d'État continue de multiplier les rencontres en vue d'un climat définitivement apaisé dans la ville de Bongouanou. Théophile Awandoli a rencontré cette semaine les jeunes de toutes les parties en conflit, des jeunes qui reconnaissent avoir été induits en erreur par des rumeurs d'attaques qu'ils subiraient, des jeunes qui ensemble s'engagent dorénavant à faire barrière à toute forme d'incitation à la haine. Alexis Ouedraogo. Mon devoir en tant que fils, en tant qu'aîné pour la plupart, en tant que responsable, j'essaie d'aider à régler. Cette fin de semaine dans le Moronou, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a reçu tour à tour les jeunes protagonistes de la crise qui a secoué le département. Ils dénoncent, eux, des rumeurs qui ont attisé les tensions. Je pense qu'après cette réunion, il y aura apaisement, que de l'autre côté, on puisse gérer les rumeurs. Parce qu'actuellement, c'est les rumeurs qui font que tout le monde reste sur sa position. Moi, je lance un appel pour demander à ce que toute la population ivoirienne puisse vraiment accepter la paix, la cohésion, l'entente, l'union et d'éviter les rumeurs. D'éviter les rumeurs, parce que les rumeurs peuvent nous créer beaucoup de dégâts. Pour l'inspecteur général d'État, il faut apaiser les cœurs et privilégier la cohésion sociale. J'ai reçu les jeunes de Durakro. Je viens de recevoir les jeunes de Kangandi. Je vais recevoir les jeunes d'Ayinkro et d'Habitat. Toutes tendances confondues. Pour apaiser les cœurs, pour apaiser les esprits. Pour dire que le Moronou qui est là, Bongouanou qui est là, c'est notre bien commun. Il a dit tout à l'heure, s'il y a un problème, si ça brûle, nous on va aller où? Dans une semaine, on a fini tous ces trucs-là, et puis on est ensemble, on vit ensemble. Ce qui est important pour nous, c'est le développement. Les jeunes se sont engagés à porter le message de l'unité. On continue à parler de cohésion sociale. À Bouaké, dans le centre du pays, 500 femmes ont été formées sur la gestion des conflits, les techniques de médiation, la communication non violente et la prévention de la non-violence. En toile de fond, il s'agit de faire la promotion de la culture de la paix auprès des populations. Une action à mettre à l'actif du secrétaire d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans le cadre des séances de sensibilisation des femmes au processus électoral. On en parle avec Kwame. Face à la situation de crispation politique à quelques jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le secrétariat d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant organise des séances de sensibilisation des femmes au processus électoral, à la citoyenneté et à la culture de la paix. Objectif, susciter l'implication des femmes et outiller celles-ci afin de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Au foyer de jeunes de Bouaké Koko, 500 femmes ont été enseignées sur la gestion des conflits, les techniques de médiation, la communication non violente et la préservation de la non-violence afin de les relayer dans les foyers, sur les marchés, auprès des communautés religieuses et des jeunes de la région de Bouaké. La mission que Madame la ministre nous a confiée pour nos mamans, c'est de relayer l'esprit de paix, l'esprit de compréhension, l'esprit de citoyenneté, de vivre ensemble dans les marchés, partout, de maintenir la paix véritable parce que nous vivons ensemble. Un message bien perçu par la population. C'est une très bonne initiative dans la mesure où nous sommes sur un processus électoral. Ce sont les femmes qui sont au cœur de toutes nos affaires quotidiennes que nous menons.
Nous voulons être unis. Nous voulons que les choses marchent et qu'on s'entende. Si vraiment les politiciens peuvent nous comprendre, c'est une bonne chose. Jusqu'au 27 octobre prochain, ces séances de sensibilisation se dérouleront dans 10 régions du pays et elles seront au total 5000 femmes qui bénéficieront de ces formations. Et comme un seul homme, les communautés musulmanes, haristes, méthodistes et catholiques du village d'Anono dans la commune de Cocody ont prié pour la paix. La prière œcuménique, une initiative du curé de l'église catholique Saint-François-Xavier d'Anono, vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les habitants d'Anono en vue d'impacter positivement la nation tout entière. Sephora Zegui. C'est main dans la main que chrétiens et musulmans du village d'Anono ont célébré la paix à l'approche de l'élection présidentielle. Ensemble, les habitants de ce village Achan disent non aux violences qui ont troublé il y a quelques jours leur quiétude. Femmes, parlons à nos enfants, car la violence ne sert à rien. Vous les hommes, ressaisissez-vous. Il nous faut prôner la cohésion sociale, l'harmonie, le pardon dans nos actions de tous les jours, afin que règne la paix dans notre cher Anono. Initiateur de cet événement, le curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono veut emmener les habitants du village à une cohabitation pacifique. Pour ceux qui ont cohabité depuis longtemps ensemble, il nous faut toujours préserver cela, cette graine de la paix. Et c'est ce que Anono veut montrer à la face du monde entier, pour dire que la paix est possible. Musulmans, catholiques, méthodistes, haristes, toutes les confessions religieuses confondues, à partir de là, faire ventiler le message de la paix. Si tout nous divise, que la religion nous rapproche. Cette prière interreligieuse était l'occasion pour les guides religieux et chefs coutumiers de faire passer leur message de paix et prier pour une élection apaisée. La paix est un bien commun qui doit être préservé. Et si on se dit religieux, comme la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, chacun se réclame d'un culte. Les guides religieux ont pu se mettre ensemble, donc il devient prétentieux de se réclamer d'une confession et de ne pas s'inscrire dans cette dynamique. Le 6 août jusqu'à aujourd'hui, il fallait forcément que nous, en tant que chefs coutumiers, nous prenons nos bâtons de pèlerin et puis crier pour demander à toute la population de mettre à la terre. Le représentant du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a invité la jeunesse à plus de retenue dans cette période sensible. Le gouvernement invite à vous demander de réfléchir. Si on réfléchit, on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique d'un frère, d'un ami avec qui nous vivons. La prière pour la paix à Anono est l'apothéose d'une caravane pour la paix qui a démarré depuis le 2 octobre. On change de cap. À une semaine de la présidentielle, la Côte d'Ivoire est en deuil. Une délégation conduite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko est allée apporter sa compassion à la famille du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Pour rappel, le ministre Sidiki Diakité est décédé brusquement le vendredi dernier. Les membres du gouvernement ont assuré la famille éplorée de leur soutien total en cette douloureuse circonstance. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. C'est une importante délégation du gouvernement, conduite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui s'est rendue ce dimanche après-midi au domicile du ministre Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, décédé brutalement le vendredi 23 octobre dernier. S'exprimant au nom de la délégation, le ministre Sidiki Konaté a traduit toute la compassion face à cette douloureuse perte et a assuré la famille du soutien plein et entier du gouvernement. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, Monsieur le Premier ministre m'envoie vous dire que El Hadj Sidiki Diakité était membre d'une équipe. En tant que tel, le gouvernement est ici comme co-organisateur, sinon organisateur principal de ces obsèques. Et vient donc avec les membres du gouvernement prendre toute sa place dans le dispositif du comité d'organisation, mais aussi rassurer la famille que le gouvernement sera à ses côtés pendant tous ces obsèques
et même après. Un soutien apprécié à sa juste valeur par la famille. La famille Diakité est honorée et sait que son fils n'a pas vécu pour rien. Il est mort à la tâche. Il n'était pas malade. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers de vous voir comme ça, unis, solidaires, et venir nous exprimer encore cela. En tout cas, ça nous aide à essuyer nos larmes. Le ministre Sidiki Diakité recevra les hommages de la nation demain lundi sur le parvis de la primature. Sa dépouille sera transférée à Grand Bassam où il sera inhumé après la prière mortuaire. À présent, au communiqué de la cérémonie d'hommage de la nation au ministre Sidiki Diakité, un communiqué lu par Bahama Traoré. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation à feu Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui aura lieu le lundi 26 octobre 2020 à partir de 10h dans l'enceinte de la primature. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Messieurs les directeurs généraux des douanes et des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, le bureau de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, le bureau de l'UVICOSI et Messieurs les maires du district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les représentants du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams COSIM, 5 représentants de la chefferie Achan, 5 représentants des organisations de la société civile, 5 représentants des associations et mouvements de jeunesse. La mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 7h30 et prendra fin à 9h30, horaire de rigueur. Et la lutte contre la maladie à coronavirus ne faiblit pas en Côte d'Ivoire. On fait le point dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 25 octobre 2020, 41 nouveaux cas de Covid-19 sur 1613 échantillons prélevés, soit 2,5% de cas positifs, 29 guéris et 1 décès. À la date du 25 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 470 cas confirmés, dont 20 166 personnes guéries, 122 décès et 182 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 188 017. On parle à présent de cet élan de solidarité suite à plusieurs appels lancés sur les réseaux sociaux pour venir en aide à des enfants malades. Le Premier ministre a décidé d'apporter un soutien financier à quelques-uns d'entre eux. Ahmed Bakayoko vient d'apporter un appui financier pour aider les parents dans la prise en charge médicale de leurs enfants. Godefroy Okambawa. Âgés de 6, 12 et 20 ans, ces enfants souffrent de pathologies diverses. Le premier d'un cancer,
le deuxième d'une tumeur et le troisième d'une tuberculose osseuse. Suite à un SOS lancé sur les réseaux sociaux par ces derniers, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a décidé de faire parler son cœur en apportant un soutien financier à ses enfants. Un geste de solidarité auquel ne s'attendaient pas les parents. Je remercie le Premier ministre pour le geste qu'il a fait pour la santé de mon enfant. Parce que grâce à lui, je vais au moins soigner mon enfant. Vraiment, on a beaucoup dépensé, plus de 10 millions. Souvent, même quand on nous donne les ordonnances, on pleure, on ne sait pas où enlever l'argent. Vraiment, je dis merci au Premier ministre. Selon l'émissaire du Premier ministre, après ces dons, un suivi régulier sera fait jusqu'à la guérison de ses enfants. C'est donc fort des valeurs qu'incarne le Premier ministre, qu'il a donc décidé de voler au secours de ces malades à travers un appui financier qui n'est qu'une première démarche. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est pas à son premier geste de solidarité et ce don arrive comme un nouvel espoir de guérison pour ses enfants. Et on continue à parler de santé. Le sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique, INHP, est l'invité du magazine du dimanche sur RTI 1. Avec Herman Guivet, le professeur Isiaka Tiembré a parlé de la rage, une maladie qui continue de faire des victimes malgré le nombre de cas en baisse. Comment la vaincre? Que fait l'État pour assurer la lutte contre la maladie, cette maladie d'origine virale en Côte d'Ivoire? Des éléments de réponse dans cet extrait que je vous propose de suivre. Quelle analyse faites-vous de ces cas répertoriés? Sont-ils en baisse ou connaissent-ils une constante évolution par rapport aux années précédentes? Oui, donc là, il faut dire que depuis quelques années, on a assisté à une amélioration du système de notification des cas. Et lorsque vous améliorez le système de notification des cas, eh bien, vous allez voir plusieurs cas. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une certaine visibilité. Et en dehors des cas, il y a aussi les personnes qui sont exposées, qui sont mordues ou griffées par un animal qui vient que nous recevons. Et donc, chaque année, on a à peu près 12 000 personnes qui sont exposées à la rage, qui viennent dans les centres de prise en charge et qui sont ainsi vaccinées. Dans la lutte contre la rage, la stratégie la plus efficace et la plus économique, c'est bien la vaccination des animaux, notamment des chiens. Donc lorsque les chiens sont protégés, sont vaccinés, eh bien, à ce moment-là, ça permet de protéger les hommes. Mais il faut dire que pour que la chaîne de transmission soit rompue au niveau des animaux, il faut atteindre au moins 70% de couverture vaccinale. Or, actuellement, la couverture vaccinale est très faible. Elle est moins de 10%, elle est estimée à peu près à 3% d'après les études qui ont été faites. Donc, vous voyez qu'il y a des efforts à faire pour que la rage canine soit contrôlée avant que l'élimination de la rage humaine ne soit possible. Éducation nationale à présent, l'ambassadeur de la République populaire de Chine vient d'offrir des bourses d'études d'une valeur de 22 millions de francs CFA à 5 établissements. Ces bourses, un appui à la scolarisation, visent à récompenser les élèves assidus à l'apprentissage de la culture chinoise. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale a eu, à l'endroit de la Chine, des mots de gratitude. Jean-Marc Gadji. 5 lycées du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays réceptionnent des bourses d'aide d'une valeur totale de 22 millions de francs CFA. Un don offert par la République populaire de Chine par le biais de son ambassadeur en Côte d'Ivoire, son Excellence Wan Li. Ces bourses visent à récompenser 110 meilleurs élèves ayant appris la culture chinoise. Il faut appartenir au club des élèves amis de la Chine. Et le deuxième critère, il faut être parmi les meilleurs élèves. Dans les perspectives avec l'ambassade, cela va s'étendre à beaucoup d'établissements et à beaucoup d'élèves. La République populaire de Chine s'engage par ce programme à rendre le système éducatif ivoirien performant et à renforcer la coopération sino-ivoirienne. Quant au représentant de Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il se dit satisfait de l'initiative. J'espère que ces bourses aideront les élèves à continuer de briller dans leurs études. Et j'invite tous les jeunes ici présents à poursuivre la recherche de l'excellence, à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et au renforcement de la coopération et de l'amitié sino-ivoirienne. Madame le ministre me charge également de vous traduire en des termes particulièrement choisis sa reconnaissance
à la République populaire de Chine, que vous représentez si dignement en Côte d'Ivoire, pour son engagement à nos côtés en vue d'une école ivoirienne performante. En 2019, 3 établissements scolaires ont bénéficié de 30 bourses d'une valeur de 12 millions de francs CFA de la part de la Chine, comptant pour la première édition du projet. Et dans l'actualité hors de chez nous, c'est un calme précaire qui règne en Guinée au lendemain de la proclamation par la CENI des résultats provisoires de la présidentielle. Le président sortant, Alpha Condé, a été donné réélu avec plus de 59% de suffrages. C'est Lou Dalen Diallo, le leader et candidat de l'UFDG, crédité par la CENI de 33,5% de suffrages, a dénoncé un hold-up électoral. Il entend le contester par voie judiciaire, mais aussi dans la rue. Par ailleurs, le FNDC a appelé depuis vendredi à des mouvements de contestation dans tout le pays à compter de demain lundi. C'est l'heure du 7 sur 7 et c'est une sélection signée Éric Goré. Seydou Dalen Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, s'est proclamé vainqueur de la présidentielle, juste après le vote. Les violences qui ont éclaté à Lagos, dans la capitale nigériane, ont fait une dizaine de morts. Menace de la Covid-19, le Brésil adopte un vaccin chinois. Ce traitement élaboré en Chine avait pourtant été critiqué à plusieurs reprises par le président de l'extrême droite. C'est le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden à 12 jours de l'élection présidentielle américaine. Un débat courtois selon les observateurs. Ces deux rivaux ont tenu en haleine le public pendant ce débat télévisé. La police française a interpellé un homme de 48 ans, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty. Ce professeur décapité pour avoir montré à ses élèves la caricature de Mahomet. L'individu interpellé est un parent d'élève qui avait publié des vidéos appelant à la mobilisation contre l'enseignant. Alpha Condé remporte les élections avec 59,49% de voix, contre 33,50% pour son principal opposant, Seydou Dalen Diallo. Une victoire historique pour l'opposition aux Seychelles. Après 40 ans, c'est le pasteur anglican Wavell de l'opposition qui vient de remporter l'élection présidentielle, mettant ainsi fin au règne du parti unique qui a duré 4 décennies. Ainsi se referme cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. L'info revient lundi à 6h30 avec Régis Kofi et à 13h avec Juliette Ouéa. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.